apprendre l'histoire des gens qui avaient vécu dans la maison. Ensuite, ben, quand tu t'intéresses à ta maison, tu t'intéresses à ton rang, donc l'histoire des gens du rang, l'histoire du village de Cap-Santé, l'histoire de la région, puis là, ben, me voilà aujourd'hui avec vous pour partager cette passion. Moi, je suis une fille de Québec. J'ai été élevée à Québec, et puis en 84, j'ai eu un coup de foudre pour Cap-Santé. Pour les gens de Cap-Santé, pour les activités de Cap-Santé. Et puis, je me suis investie tout le temps, Noël, dans symposium. Présentement, je suis présidente du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé, qui, on espère, le Conseil, pouvoir travailler étroitement avec la Société d'histoire. Donc, je fais la comptabilité, ça c'est mon petit côté, les gens aiment bien ça, hein, quelqu'un qui fait la comptabilité. Mais j'ai d'autres intérêts. Hein, je suis beaucoup intéressée par les arts, tout ça. En travaillant en comptabilité, ben, ça donne des portes qui s'ouvrent. Je suis bien contente d'être ici ce soir avec vous, puis de partager ces moments-là. Je suis un vieux Cap-Santéen depuis ma naissance, en fait, depuis 1955. J'ai grandi ici dans le village, comme d'autres, je regarde Denis Papillon, et j'habite présentement, j'ai été parti pendant une trentaine d'années, et sans jamais vraiment partir, parce que je revenais avec mes enfants pour voir mes parents, leurs grands-parents. Et puis, en 2011, j'ai hérité de la maison de ma mère, la maison où j'ai grandi depuis l'âge de 10 ans, et j'ai décidé de revenir à Cap-Santé, même si je travaille au Manitoba. Je suis historien de formation, je suis professeur, et je fais des recherches. Et quand j'étais jeune, avec Manon d'ailleurs, on s'est impliqué dans le tricentenaire de Cap-Santé en 1979. Et moi, j'étais particulièrement impliqué là, de l'équipe, avec le regretté Bernard Côté, de l'équipe qui a rédigé le livre Souvenirs. Alors, je suis très content de retrouver des visages connus et de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je suis arrivé à Cap-Santé l'année du tricentenaire. Donc, à un moment donné. Et il y a une petite anecdote que je vais me raconter parce que ça traduit un peu le goût que j'ai pour la longévité. À un moment donné, vous savez qu'il y a 5-6 ans, on a refait la toiture du presbytère en cours à la canadienne. Et les travailleurs qui étaient là-dessus, je leur ai posé la question, savez-vous, ce que vous enlevez, là, que remplacé par cette autre nouvelle, quel âge ça avait? Ils ont dit, ils ne savaient pas. Moi, je leur ai dit, ça a exactement 101 ans. Il y a 101 ans, on a fait, en 1916-17, on a fait la toiture du presbytère. Puis ils ont dit, celle-ci va durer plus longtemps encore. J'ai dit, j'ai hâte de voir. Nathalie Trudel, je ne répéterai pas ce que Dave a dit tantôt parce que ça fait bientôt 22 ans qu'on est mariés, donc il y a un gros tronc commun, tout ça. Donc moi, contrairement à Dave, c'est plutôt le côté domestique de l'histoire que j'apprécie beaucoup. Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents Trudel à Saint-Hubert. Donc tout ce qui était cuisine, technique de jardinage, comment les enfants étaient élevés, comment ils naissaient. Toute la dynamique familiale, quand l'homme partait plusieurs mois, qu'est-ce que la femme faisait à la maison, les trucs qu'il faisait pour étirer les provisions. Donc, c'est tout ça, moi, qui m'intéresse surtout. Sinon, professionnellement, je suis enseignante au DEP en secrétariat, donc je tiens le rôle de secrétaire au sein de la Société d'histoire. Alors, voilà. Je suis née sur le chemin du roi, que j'appelle toujours affectueusement la vieille côte, parce que ça ne sort pas de l'esprit. Je suis née sur la vieille côte, alors, puis mes parents ont ensuite déménagé au coin de la route 138, puis durant Saint-Joseph. Alors, j'y ai habité longtemps. Mais comme on l'a dit, moi, assez jeune, je me suis investie dans les activités de fête du village, du tricentenaire, de la Société d'histoire. J'ai étudié en arts et technologie des médias. J'ai été journaliste ici, dans le comté. Pendant quelques années, et puis ensuite j'ai travaillé comme attachée politique, attachée de presse au ministère de l'Agriculture du Québec, à l'éducation, à la santé. Et puis avant de prendre ma retraite, j'appartenais à l'équipe des affaires publiques d'agriculture et agroalimentaire Canada. Alors vous allez comprendre que j'ai un projet pour les régions puis l'agriculture. Et dans ma tête à moi, même si je suis encore à Québec, j'ai eu seulement un chez nous, puis c'est ici.
J'en ai jamais trouvé d'autres vrais ailleurs. Je suis né dans le Saint-Joseph en 1954. C'est juste derrière ici, là. Vous appelez dans le Saint-Joseph. À l'époque, un petit sinueux, étroit, bien tranquille, situé au nord du village, puis qui relie nos voisins, Saint-Basile, Pont-Rouge, ceux plus au nord encore. Aujourd'hui, c'est un peu moins tranquille. L'autoroute qui passe, puis il traverse. Sans être nostalgique, ça fait parfois rappeler le passé. Un long paysage fabuleux, croisé par un ruisseau qui s'appelle Versailles. Imaginez, un ruisseau Versailles. Tu mets le bord d'une Versailles. Le ruisseau fabrique quand même ses propres brumes lors de certains crépuscules. Un tout petit ruisseau au grand nom, dans ce décor montrant un patrimoine agricole ancien, maisons et granges en gare, de bois, centenaires et plus, dont l'architecture porte encore aujourd'hui, pour certains, la signature de nos propres ancêtres. Plusieurs de ces monuments, ils sont toujours présents en les rangs partout dans le village. Si fragiles aussi, devant la file de nouveaux matériaux qui se font concurrence pour imiter l'inimitable, le bois, la pierre. Ils sont si précieux, ces bâtiments à conserver. Aussi, j'ai bien entendu, jeune, ces nombreuses petites histoires de village, des anecdotes de famille, des souvenirs mis en photo, les multiples des événements sociaux, rassembleurs, les grands défilés religieux. Autour du puits, vous voyez des étoiles, un peu de scintillement. Ça représente le rayonnement, la richesse des connaissances qu'on peut aller puiser. Les étoiles représentent aussi l'émerveillement face à l'histoire, la grande histoire, l'émerveillement face à la grande histoire. Par exemple, le fort Jacques-Cartier qui est impliqué dans la guerre de 7 ans, on est dans la grande histoire, mais aussi l'histoire des gens normaux, des gens ordinaires du Cap-Santé. S'intéresser à ces gens-là, dont l'histoire n'est pas moins merveilleuse que celle de la grande histoire. La couleur dorée, le choix des couleurs a été aussi réfléchi, donc la couleur dorée va aussi dans le sens de la richesse de l'histoire, hein, doré, or, tandis que le bleu réfère au fleuve Saint-Laurent. C'est à peu près indissociable de Cap-Santé, donc le bleu réfère au fleuve. La bannière qui est ici, c'est un clin d'œil au logo de la ville, au nouveau logo de la ville, qui a aussi une bannière sur le dessus du phare Jacques-Cartier. Donc, c'est un clin d'œil au logo de la ville de Cap-Santé. Et enfin, le label. Donc, vous voyez la Société d'histoire du Cap-Santé, pas de Cap-Santé. Du Cap-Santé, parce que c'était comme ça anciennement qu'on l'appelait, dans des limites un peu plus grandes, historiquement parlant. Donc, ça veut dire que la Société s'intéresse au Cap-Santé historique, pas nécessairement juste au Cap-Santé dans ses limites contemporaines. Ça traduit aussi le désir de collaboration avec les autres municipalités, les autres sociétés d'histoire qui étaient impliquées ou qui touchent de près ou de loin Cap-Santé. On pense à Saint-Basile, Port-Neuf, Pont-Rouge. Donc, c'est un désir ça témoigne d'un désir de collaboration avec les autres sociétés aussi. J'arrive à un âge où je dois enlever mes lunettes pour lire à les comprendre. Notre devise est rassembler, puiser, partager. Comme le vieux puits, nous rassemblons les amoureux du Cap-Santé autour de notre société d'histoire. Comme les anciens Cap-Santéens qui puisaient leur eau dans le puits, nous puisons dans l'histoire de notre communauté. Comme nos ancêtres qui partageaient labeur et joie, nous partageons le fruit de nos recherches et de nos découvertes. Je suis allé voir les cartes de Champlain. Donc, la dernière carte de Samuel de Champlain, qui date de 1632, pour voir est-ce que Cap-Santé apparaît sur cette carte-là. On va grossir un peu, et ce qu'on voit, il y a des chiffres avec une légende. Donc, je vais pas vous lire je vais vous lire ce qui est écrit en petit, parce que c'est pas assez gros. Mais vous voyez, on a Québec, on a 16 et 17. 16, c'est quoi? Champlain indique en 16, c'est les Grondines et quelques îles qui sont proches, bons lieux de chasse et de pêche. Donc, il identifie les Grondines. En 17, il identifie rivières au saumon, aux esturgeons et au saumon, là où il y a un seau d'eau de 15 à 20 pieds de haut, à 2 lieues de Sainte-Croix, qui forment une sorte de petit étang qui se décharge dans la grande rivière Saint-Laurent. Donc, on est en 1632. Cette rivière aux esturgeons et au saumon-là dont il parle, c'est la rivière Jacques-Cartier, qui ne porte pas encore ce nom-là, mais qui s'appelle rivière aux saumon et aux esturgeons et au saumon. Et juste en face ici, on voit Sainte-Croix. Sainte-Croix, c'est la pointe à Platon.
Et c'est un lieu, en fait, et là je fais un petit aparté. Champlain, lorsqu'il arrive ici en 1603, pas en 1608, là, mais il a voyagé avant 1608, il arrive ici en 1603 avec Pont-Gravé. Et lors de son voyage avec Pont-Gravé, qui est le capitaine, Pont-Gravé lui dit « Voici l'endroit où Jacques Cartier a hiverné dans son deuxième voyage. » Et Jacques Cartier avait nommé la place Sainte-Croix, parce que c'était le jour de la Sainte-Croix, si ma mémoire est bonne. Et donc, en 1603, Champlain se fait dire « C'est ici que Jacques Cartier a hiverné. » En 1608, Champlain a vu de ses yeux vus les vestiges de Jacques Cartier, non pas à cet endroit-là, mais près de la rivière Saint-Charles à Québec. Donc, Jacques Cartier n'a jamais hiverné là. C'était près de Québec, mais on avait cette croyance-là à l'époque que Jacques Cartier avait vraiment hiverné là. Je ferme la parenthèse, mais je vais peut-être y revenir tantôt pour peut-être apporter un élément d'explication. Le nom rivière Jacques Cartier apparaît sur une des cartes, peut-être avant, mais j'ai pas consulté d'autres cartes, mais en 1656, sur une carte d'Abbeville, on voit la rivière Jacques-Cartier ici. Donc, rivière Jacques-Cartier qui s'écrivait Q-U-A, donc sur cette toponymie-là. Donc, on voit que le nom rivière Jacques-Cartier, en tout cas, n'était pas là en 1632, mais en 1656, il est là. Donc, il y a de quoi qui s'est passé entre les deux. Mais bref, ce n'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Les hypothèses qui expliquent l'origine du nom Cap-Santé, il y en a une qui, sans dire la plus célèbre, mais celle en tout cas à laquelle la ville Cap-Santé a l'air à accorder le plus d'importance, étant donné que quand on est un nouveau citoyen, en tout cas moi j'ai reçu une lettre de bienvenue comme nouveau citoyen à Cap-Santé, et avec une petite épinglette, on explique l'origine du nom Cap-Santé où on dit, où en fait on rapporte l'hypothèse de Gérard Morissette. Gérard Morissette, c'est un historien des arts qui est originaire de Cap-Santé et qui avance dans son livre « Le Cap-Santé et ses trésors », donc qui est ici, si vous voulez venir le voir à la fin. Il avance l'hypothèse suivante. Il dit, à la page 12, « Jusque vers l'année 1724, le Cap-Santé n'était connu que sous le nom Cap de la Sainte Famille. » Suivant la mode de l'époque, on l'orthographiait Cap de la Sainte Famille ou plus simplement Cap de la Sainte. Avec le temps, le premier et le dernier mot seuls sont restés. Malheureusement, M. Morissette ne dit pas d'où il tire cette hypothèse-là, ne donne pas de source à proprement dit. L'hypothèse plaît à l'esprit, mais on voit, moi en tout cas dans ce que j'ai consulté, je n'ai jamais vu d'évolution de l'orthographe de la manière dont le propose M. Morissette. Chose qui est différente, par exemple, si on regarde le Cap-Chat en Gaspésie, il y a aussi des hypothèses différentes là, sur l'origine de Cap-Chat, mais l'une des plus sérieuses, c'est le nom aurait été attribué en référence à un lieutenant de la Nouvelle-France, un lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-France qui s'appelait M. de Chaste. Et on voit dans l'orthographe évolutif Chaste, Chat, Chat. Et donc, on peut dire, oui, vraiment, ça a pu évoluer de Cap de Chaste vers Cap-Chat. Mais on ne voit pas ça pour Cap-Santé. Il y a différents noms qui sont là, mais jamais on voit Cap de la Sante, Cap de la... etc. Ça, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, ça, c'est une chose. Mais M. Morissette nous dit donc que ça serait apparu à partir de Cap de la Sainte-Famille, à partir de 1724. Les trouvailles que j'ai faites, moi, à la Bibliothèque et Archives nationales, sont les suivantes. J'ai trouvé une carte de 1689 qui a été faite par Vincenzo Corneli, un Italien, qui a dressé la carte de l'Amérique du Nord connue à l'époque, donc en 1689. Et si on grossit vers ce qui nous intéresse, en 1689, on voit la rivière Jacques-Cartier, on voit Port-Neuf et Cap-Santé, en 1689. Donc, on est plusieurs années avant ce que M. Morissette prétend. Donc, Cap-Santé était bien là, bien avant 1724. Donc, ça, c'est une première chose. J'ai trouvé aussi un procès-verbal d'arpentage de la seigneurie de la Poterie. La seigneurie de la Poterie, M. de Portneuf pourra nous le dire, c'est l'ancien nom de la baronnie de Portneuf ou de la seigneurie de Portneuf. Et c'est un procès d'arpentage qui date de 1673, qui a été fait par Jean Guyon, qui était l'arpenteur du roi à l'époque. Et ce qu'on voit ici, j'ai fait une transcription, donc on voit la concession 32 faisant la lieu de, et là j'ai deux petits mots illisibles, mais ce qu'on voit, c'est on borne la seigneurie et on dit qu'elle est de la petite rivière La Roche tirant vers le Cap-Santé. Regardez ici, Cap-Santé, tirant le lieu vers Cap-Santé. Le dit lieu contenant 84 arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, il dit comment il a marqué la seigneurie. On marquait les arbres à l'époque. Donc, en 1673, le nom Cap-Santé existait.
avant Cap de la Sainte-Famille, manifestement, parce qu'on ne voit pas de traces avant ça. Et je vous rappelle qu'en 1632, Champlain ne parle pas d'un cap qui s'appellerait Cap Santé, il n'y a rien de ça, ni même d'un Cap de la Sainte-Famille. Donc, en 1673, Cap Santé est déjà présent, est déjà un nom utilisé. Ça, c'est juste si j'ai des questions éventuellement. Reculons davantage. J'ai trouvé un acte de foi et hommage par Jacques Le Neuf de la Poterie, qui était le seigneur de la baronnie de Portneuf, qui ne s'appelait pas encore baronnie, je pense, à cette époque-là, qui était la seigneurie de Portneuf. Et donc, un acte de foi et hommage en 1668. Donc, c'est-à-dire que M. de la Poterie s'était fait concéder la seigneurie, et là, il devait faire une sorte d'acte de soumission, si on veut, ou en tout cas reconnaître qu'il s'était fait concéder la seigneurie, etc. Et donc, dans cet acte-là, voici ce qu'on trouve. Donc, on est le 22 mai 1668, donc c'est ce qui est écrit ici, 22 jours de mai 1668. Et si on va voir ce qui nous intéresse, donc le passage qui est en jaune, je l'ai transcrit juste en bas ici, on délimite encore une fois la seigneurie. On dit qu'il s'agit de la seigneurie de Portneuf, vulgairement appelée de la Poterie, située sur le grand fleuve, sur le bord du grand fleuve Saint-Laurent, consistant en 1,5 lieues de terre de front et en 3 lieues de profondeur, dans les terres joignant d'un côté, au sud-ouest, un ruisseau appelé le ruisseau de la Roche, c'est une constante, le ruisseau de la Roche, c'est la frontière. D'autre côté, au nord-est, le Cap Santé. Donc, Cap Santé, on le voit où? On le voit ici. Cap Santé. Et donc, c'est donc dire qu'en 1668, on a déjà le nom Cap Santé qui apparaît. Et là, je vais faire très prudemment, parce que j'ai un monsieur ici qui a écrit une œuvre monumentale sur l'histoire de Portneuf, puis vous pourrez ajouter votre grain de sel si n'hésitez pas à le faire. J'apporte une petite parenthèse sur le fait que M. de la Poterie, quand il s'est fait concéder la seigneurie de Portneuf, c'était dans les années 1630 quelques, si ma mémoire est bonne. Exact. Donc, en 1636, mais le titre officiel, l'acte de concession est en 1647. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, en 1647, on a l'acte de concession par la Compagnie de la Nouvelle-France au sieur de la Poterie, pour la baronnie de Portneuf, la seigneurie de Portneuf. Et ce qu'on voit en jaune, bon, on concède au sieur de la Poterie 1,5 lieues de long sur le fleuve Saint-Laurent, sur 3 lieues de profondeur, situé sur le fleuve Saint-Laurent depuis le ruisseau de la Roche, encore, jusqu'au Cap du Sceau. Cap du Sceau, ici, qu'on voit. Et là, moi, je me suis posé la question, en 1647, on délimite par le ruisseau de la Roche et le Cap du Sceau, puis dans l'acte de foi et hommage, on parle du Cap Santé. Il y a de quoi de bizarre un peu, là. En tant que nouveau Cap Santéen, je me dis, le Cap du Sceau, c'est-tu la même chose que le Cap Santé? J'ai réalisé assez rapidement que non, parce que un peu plus tard, beaucoup plus tard, même dans les années 1800, il y avait une espèce de conflit entre les seigneuresses de la baronnie de Portneuf, qui étaient les Ursulines, et M. Alsop, qui était seigneur de Jacques-Cartier à côté. Et il y avait un conflit sur quelle est la frontière de cette fameuse baronnie de Portneuf-là. Et les Ursulines prétendaient que c'était du côté de Québec, de la rivière Jacques-Cartier, et M. Alsop, lui, prétendait que non, la frontière était plus de l'autre côté de la rivière Jacques-Cartier. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans ce papier-là, qui date de 1807-1809, on identifie le Cap du Sceau. On dit clairement le Cap du Sceau qui est sur le bord nord-est de la rivière Jacques-Cartier. Donc, le Cap Santé, moi, en tout cas, ça me réconfortait, ça me faisait dire, le Cap Santé, ce n'est pas le Cap du Sceau. Le Cap du Sceau, il est vraiment de l'autre bord de la rivière Jacques-Cartier, puis le Cap Santé, bien, il est de ce côté-ci, il est à Cap Santé. Donc, c'est bizarre qu'on délimite la baronnie la seigneurie de Portneuf tantôt par le Cap du Sceau, puis un petit peu plus tard par le Cap Santé. On revient, donc, ça a l'air bizarre un peu. Puis peut-être que vous pourriez, n'hésitez pas à le faire. On voit que, en tout cas, de ce côté, du côté du ruisseau de la Roche, c'est clair. De l'autre bord, ben là, ça branle un peu dans le manche. Puis ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé par Google Maps à prendre une photo, donc d'aller chercher Portneuf. Puis là, je n'ai même pas ciblé le ruisseau de la Roche. Je suis allé grossièrement, grosso modo, vis-à-vis la rivière Portneuf. Ici? Bon. Le ruisseau de la Roche serait là. Et donc, ce qu'on nous dit dans les frontières de la seigneurie de Portneuf, c'est que ça mesure 1,5 lieue. 1 lieue, c'est 4,8 km, ou à peu près, on peut dire 5 là, pour simplifier. 1,5 lieue, ça veut donc dire 7,5 km de front pour la seigneurie de Portneuf. Et quand on tire une ligne en mesurant grâce à Google Maps, ben, on s'aperçoit que, mettons, entre la rivière Jacques-Cartier et la rivière Portneuf, il y a à peu près 10 km de front.
c'est plus qu'une lieue et demie. C'est bizarre. En tout cas, je ne veux pas répondre à cette question-là, puis je veux peut-être laisser la Société d'histoire de Portneuf essayer d'éclairer la situation. Mais là où je voulais principalement en venir, c'est que, quoi qu'il en soit, en 1668, quand monsieur de la Poterie prête foi et hommage, c'est le Cap Santé qu'on cite, ce n'est pas le Cap du Sceau. Et à ceux qui seraient sceptiques, pour faire comme le capitaine Bonhomme, je vais tenter de vous confondre, vous pourriez dire, ouais, Cap, c'est-tu vraiment écrit santé ici ou Sceau? La première chose, c'est que, premièrement, on ne voit pas de particules. Je ne vois pas de du ou de comme on voit ici. Il n'y a pas de du ou de là. C'est Cap. À la rigueur, je vous concéderais, ça pourrait être Sceau. Sauf que, au 17e et au 18e siècle, il n'y a à peu près pas d'accent. L'accent aigu, accent grave, accent circonflexe, ça n'existe à peu près pas. Mais on est chanceux sur cet acte-là parce qu'il y a des accents aigus. Ils sont placés. Je les ai mis en caractères gras, peut-être qu'ils ne paraissent pas beaucoup, là, mais appelez la poterie, Sis est situé. Sis est situé, regardez au-dessus de mon doigt, il y a un accent aigu au-dessus. Un peu plus loin, on parle de joignant d'un côté. Donc, joignant d'un C-O-F-T-E, il y a un autre accent aigu ici. Même chose pour un autre côté ici, C-O-F-T-E, accent aigu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Santé, accent aigu. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez convaincant que c'est Cap Santé qui est écrit là et non pas Cap du Sceau. Donc, en 1668, Cap Santé était présent sur la carte, si on veut. Donc, d'après mes trouvailles, Cap Santé, le toponyme Cap Santé est apparu quelque part entre 1632, la dernière carte de Champlain, et 1668, l'acte de foi et hommage que de la poterie prête envers la Compagnie de la Nouvelle-France. En même temps, ça nous permet de réfuter l'hypothèse, ou en tout cas de prendre avec un grain de sel l'hypothèse de M. Morissette, avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est beaucoup antérieur à sa supposition, et jamais on ne voit Cap de la Sainte Famille à quelque part sur une carte ou sur un papier, où c'est Cap Santé qui prévaut. Cap de la Sainte Famille serait arrivé plus tard. D'autres hypothèses qui ont été avancées, si on regarde la Commission de toponymie du Québec, on présente différentes hypothèses. On dit, par exemple, on a également argué qu'anciennement, pour les gens qui franchissaient le Cap Santé sur le périlleux chemin du Roi, celui-ci représentait le Cap du Salut. L'idée du Cap du Salut, c'est intéressant, on va y revenir, mais il n'y a sûrement pas de lien avec le chemin du Roi, parce que le chemin du Roi, il a été construit entre Québec et Montréal, là, entre 1731 et 1737. Il y avait bien un chemin à Cap Santé avant, mais il n'était pas relié là, par le chemin du Roi. Donc, c'est dur de dire que Cap Santé est relié à la présence du chemin du Roi parce qu'on vient de montrer que Cap Santé était déjà là en 1668. Donc, on peut pas relier, on ne peut pas accorder trop d'importance à cette hypothèse-là qui réfère au chemin du Roi. Wikipédia, on trouve des choses intéressantes là-dessus des fois. Souvent, il y a des sources, des fois, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. C'est dommage, mais c'est une hypothèse qui serait intéressante, mais qu'il faut prendre avec un grain de sel encore une fois. On parle de Cap de Sente, Cap de la Sente. Sente, qui en vieux français signifie, là c'est Wikipédia qui dit ça, signifie un chemin de traverse. Le chenal naturel du fleuve Saint-Laurent traverse du sud au nord à la hauteur de Cap Santé. Les bateaux qui remontaient le fleuve devaient donc traverser du sud au nord par cette sente. C'est intéressant, c'est même très intéressant. Tu dis, ouais, mais en même temps, il n'y a pas de source. On ne cite rien. Et quand on veut voir les dictionnaires français anciens, pour voir vraiment la signification de sente, ce qu'on voit, par exemple, le Trésor de la langue française informatisé, une sente, on réfère à un petit chemin, un sentier. Puis là, on vous donne des exemples. Sente boueuse, herbeuse, moussue, pierreuse, sente rapide. On réfère à des sentiers terrestres. Jamais on voit d'exemple de sentiers maritimes ou de sentiers navigables ou de sentiers... Donc, on n'est pas vraiment dans quelque chose de marin, si on veut. On est plus dans quelque chose de terrestre. Autre dictionnaire, on parle de petits sentiers. Le dictionnaire Littré de 1872 parle synonyme populaire de sentier. On dit il y a une sente fort étroite, donc du long de l'eau. Donc, on parle d'un sentier terrestre, le long de l'eau, encore une fois. Si on va voir plus loin dans des dictionnaires du français moyenâgeux, ce qu'on voit, c'est que sente, il y avait des synonymes comme aujourd'hui, là, ça peut vouloir dire consentement, mais on parle de sentier, de voie. On parle de diminution de petits sentiers. On parle de détour. Ça pourrait être intéressant à détour. C'est vrai qu'il y a une espèce de détroit sur le fleuve, mais encore là, il n'y a rien pour nous dire que ça pourrait être applicable à quelque chose de navigable. On parle encore de petites sentes, petits sentiers. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose de plus terrestre. Donc, c'est une hypothèse qui pourrait être creusée, mais ce que Wikipédia avance,
eux, ils l'appliquent au fleuve, puis à aucun moment, en tout cas, moi, j'ai été capable de voir que ça pouvait être appliqué à quelque chose à une voie navigable. Autre hypothèse de la commission de toponymie. Pour la commission de toponymie, ce qui est le plus sérieux, c'est que les Cap-Santéens devraient leur nom à l'ancien français Santéif, variante de Santif, Santéif, salutaire, donc pour dire en quelque sorte un cap saint. Quand on va voir, là j'ai fait le même travail avec les dictionnaires français, donc Santif, ça réfère encore une fois donc en bonne santé, saint, saint. Dans les dictionnaires moyenâgeux, on parle encore de salutaire, on donne un exemple. L'air de cette ville est fort sentif, donc fort salutaire. Ici encore, on parle d'intégrité. Donc, on revient vraiment au mot moderne santé ou à l'aspect salutaire du cap. Donc, c'est vrai que c'est une hypothèse ça, qui peut quand même être sérieuse dans la mesure où la définition correspond à l'ancien français. Mais on ne dit pas en quoi ce cap-là est salutaire. Pourquoi on le considère saint? Pourquoi on le... Pas saint dans le sens de l'Église catholique, là, mais saint dans le sens de santé ou de salutaire. La commission de toponymie nous apporte une dernière hypothèse qu'on peut peut-être relier à la précédente, qui nous disent que on a d'abord évoqué la santé retrouvée par des soldats qui auraient été guéris d'une maladie mystérieuse en débarquant à cet endroit. On ne sait pas de quel soldat il s'agit, on n'a rien qui appuie ça. J'émets une supposition, je la mettrais en toute humilité. De quel soldat on parle quand on dit ça? Certainement pas des compagnies franches de la marine qui sont arrivées après 1683. Peut-être Carignan-Salière qui sont arrivés en 1665. Peut-être Champlain. Champlain avait ses soldats aussi, il avait des soldats avec lui. Mais si ça avait été le cas, Champlain en parlerait, il dirait, bon, on a appelé le Cap Santé, ou en tout cas, il référerait. Champlain, c'est un cartographe très, j'ai juste le mot professionnel en tête, mais c'est pas ça, en tout cas, pardon, mot et méticuleux, précis, donc il en aurait parlé. Peut-être qu'on parle des soldats de Jacques Cartier. Jacques Cartier a passé un hiver rigoureux, mais on le sait, attention, Jacques Cartier n'a jamais hiverné sur les bords de la rivière Jacques-Cartier. C'était sur le bord, près de la rivière Saint-Charles à Québec. Donc, mais je vous ramène à plus loin. Vous vous rappelez que dès 1656, on attribue à la rivière le nom de rivière Jacques-Cartier. On était profondément convaincus, même à l'époque de Champlain, que Jacques Cartier avait passé du temps, avait passé un hiver sur le bord de la rivière ou dans les environs de la rivière. On sait que ce n'est pas vrai, mais tout le monde est convaincu à l'époque de Champlain de ça. Et même plus loin, les gens sont encore convaincus de ça. Bacqueville de la Poterie, j'ai un livre ici qui est un Français qui a vécu ici un certain temps, en 1722 écrit une histoire de l'Amérique septentrionale. Et il raconte que Jacques Cartier a passé l'hiver près de la rivière Jacques-Cartier, près de la rivière du même nom. Donc en 1722, il y a des gens qui sont encore convaincus que Jacques Cartier a passé un hiver là. Puis on sait que Jacques Cartier, son premier hiver a été extrêmement difficile. Il y a eu plein de morts, de malades du scorbut. Et c'est l'écorce de cèdre qui a réussi à les sauver, en tout cas, à en sauver quelques-uns. Est-ce que ça se pourrait que, par une mauvaise interprétation de la présence de Jacques Cartier sur le bord de la rivière, on ait fini par attribuer ça serait devenu une sorte de légende par laquelle le Cap aurait tiré son nom de là? Peut-être. Mais c'est une très faible supposition. Les hypothèses les plus plausibles donc qu'on peut retenir, c'est la première, probablement celle qui est la meilleure à retenir. Donc, le Cap aurait eu un aspect salutaire, un aspect sain. Est-ce que c'est vraiment relié à la santé? Est-ce que c'est vraiment relié au fait que c'était salutaire quand on naviguait, d'arriver près du Cap, que ça devenait plus facile? On sait que dans le coin de la Pointe à Platon et tout ça, c'est une navigation qui était très difficile. Champlain en parle lui-même. Il dit qu'il y a beaucoup de remous. Est-ce que le fait d'arriver devant le Cap Santé, c'est plus facile? C'est quelque chose qui pourrait être creusé, mais qui plaît à l'esprit, en tout cas, puis qui va dans le sens du fait que c'est un cap qui est peut-être salutaire.